entre nous, quand on y regarde de près, c'était plus un gros ajustement, une grosse correction qu'une crise apte à peut-être faire vaciller l'ensemble des marchés financiers. Exactement. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait un excès d'investissement, puisque, comme vous le disiez dans votre reportage, les investisseurs professionnels et les investisseurs particuliers avaient investi. Les Chinois sont des joueurs, ils s'endettent pour aller investir sur les marchés sans forcément connaître les cotes et les titres qu'ils achètent, pas assez d'expérience. Ce qui fait que dès qu'il y a un sell-off, il y a un mouvement de panique, c'est l'effet boule de neige, et derrière, ça corrige. Alors, à part ça, qu'est-ce que vous retenez-vous de cette année côté bourse, événements marquants? Il y en a eu d'ailleurs, ou pas? Oh, oui, il y en a eu beaucoup. Moi, l'événement qui me marque, c'est déjà la baisse continue des cours du pétrole, parce que ça affecte l'économie réelle. Et le non-event qui est le Grexit, parce que ça nous a occupé juin, juillet, pendant pas mal de nuits et de jours. Et puis, c'est vrai que c'était un non-event, et ça m'a pas mal accaparé de mon temps et de mon énergie. Alors, on va essayer à présent de dresser un panorama assez général des performances 2015 des principales places financières internationales. On le disait déjà la semaine dernière, euphorie en 2013, atterrissage en 2014 et en 2015, beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes. Bonjour Eric Lewin depuis Paris, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, votre bilan Europe, Amérique, Asie, vous avez la parole. 2015 ne restera pas comme une grande année boursière en termes de performance. Certes, les bourses européennes se sont assez bien comportées, avec des progressions entre 5 et 10% pour les bourses, notamment de Paris ou encore de Francfort. Mais du côté des États-Unis, c'est le calme plat, avec des indices qui sont dans une fourchette entre -2 et plus 2%. Du côté des émergents, Shanghai sauve un petit peu la mise avec une progression de plus de 50%. Mais il y a une énorme volatilité du côté de la bourse chinoise, avec notamment un mois d'août calamiteux et un effondrement des marchés actions sur des craintes de ralentissement de l'économie chinoise. Il faut bien comprendre que les investisseurs ne sont pas enclins à acheter énormément d'actions, tout simplement parce que l'économie mondiale ralentit. La Chine n'a pas du tout la croissance qu'elle avait il y a encore quelques années. En Europe, c'est toujours aussi calme, avec une croissance entre 1 et 2%. Et puis du côté des États-Unis, on est sur une croissance de l'ordre de 2 à 2,5%. Pas de quoi donc faire des étincelles. Sur le marché des changes également, il n'y a pas grand-chose à dire. L'euro a fluctué finalement contre le dollar dans des marges étroites entre 1,05 et 1,18. Tout laisse supposer pourtant que sur l'exercice 2016, l'euro puisse aller vers 1, c'est-à-dire vers la parité 1 euro contre 1 dollar, tout simplement parce qu'il y a une divergence, comme je le disais précédemment, de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. On va vers plus de taux d'intérêt, plus de rendement aux États-Unis et sur des rendements stables du côté du vieux continent. Ouais, on en a souvent parlé, la BCE en Europe, en contre-temps donc de la Fed aux États-Unis. Votre avis, Ben Amoyal, les marchés européens qui ont plus performé, c'est évident que leurs collègues européens, ça s'explique tout simplement par le QE de la BCE à Francfort? Pas seulement. Il faut savoir qu'en Europe, on partait de beaucoup plus bas qu'aux États-Unis, où l'année 2014, sur les indices américains, les indices boursiers, marché actions, a été, je dirais, d'un meilleur cru que ce qui s'est passé en Europe. Donc on partait un peu plus bas. Après, effectivement, les politiques des banques centrales européennes en Europe et de la Fed aux États-Unis a fait qu'un excès de liquidité a encouragé les investisseurs à aller se porter sur des actifs qui étaient européens. En tout cas pour le marché action, ce qui a été complètement l'inverse au niveau de la dette, parce que le dollar rémunérait mieux. En tout cas, les marchés européens qui vivent un petit peu ce qu'a vécu Wall Street en 2013-2014. En tout cas, en Europe, comme en Amérique, on reste sur des politiques accommodantes. Ça va durer donc cette tendance. Europe qui fait réforme, États-Unis un peu moins en 2016. Exactement. Alors, juste pour faire un rapide point, en Europe, comme le disait M. Lewin, vous avez une politique de taux bas, voire négatif, et qui va continuer à durer pendant 1 an ou 2, je pense, en fonction des différentes indications économiques qu'on va recevoir au cours de l'année. Et par contre, aux États-Unis, Janet Yellen a commencé à l'augmentation de ses taux. Elle va le faire aussi en fine-tuning, c'est-à-dire au jour le jour pour sa politique monétaire. Mais c'est vrai qu'on a 2 mondes. On a un monde où les taux vont avoir tendance à augmenter aux États-Unis et les taux stables, voire négatifs, en Europe. Donc, je dirais que ça va se suivre dans la politique de taux réel, donc sur les rendements obligataires aux États-Unis qui vont avoir tendance à augmenter et les actifs obligataires à baisser, puisque maintenant vous les rémunérez mieux, donc aucune raison qu'ils continuent à augmenter, et l'inverse en Europe. Eric Lewin qui disait aussi qu'on se dirigeait peut-être vers une parité euro-dollar, vous y croyez aussi ?
J'y croyais jusqu'à il y a très peu de temps, mais il y a un phénomène qui est quand même assez magnifique, c'est que le marché arrive à anticiper ses propres décisions. Ce qui fait que, ce qu'on a vu ce qui s'est passé, c'est que quand même Janet Yellen a augmenté ses taux, l'euro-dollar n'a quasiment pas bougé, s'est stabilisé. Donc pourquoi pas, dans la mesure où, la Fed augmente son rythme d'accroissement de ses taux, et que 2, la BCE augmente son accroissement en termes de quantitative easing et de politique de relance. En tout cas, de la volatilité qui va continuer sans doute dans les prochains mois. Alors tout cela, ce pessimisme relatif des marchés est constaté dans une période de faiblesse aussi des cours de l'énergie. On va aborder justement la question du pétrole, grand animateur une fois de plus des tendances des marchés. Alors on rappelle où on en est. On est parti d'un baril à $115 en juin 2014 pour se retrouver la semaine dernière à un plus bas depuis 2004 pour le Brent, le brut de la mer du Nord, référence donc européenne, $36,21, chute vertigineuse. On se tourne à nouveau vers vous, Eric Lewin. Ça avait commencé en 2014, cet effondrement. On s'est demandé par moment jusqu'où ces prix pouvaient descendre. Oui, l'effondrement, David, des cours du pétrole est bien sûr l'un des événements majeurs de cette année 2014. Les prix du pétrole sont tombés à un plus bas depuis 2004. Alors comment expliquer une telle situation? D'abord, d'un point de vue géopolitique et économique, la Chine ne cesse de ralentir. On aura sans doute une croissance de l'ordre de 6%, pas plus, sur l'économie chinoise en 2015. Et vous savez que la Chine est devenue cette année le premier importateur de pétrole. Donc qui dit une Chine qui ralentit dit moins de demande de pétrole. Et puis du côté de l'OPEP, on fait tout finalement pour ne pas réduire sa production, tout simplement parce que l'Arabie saoudite veut en finir avec la Russie, avec l'Iran ou encore avec les États-Unis, ses principaux concurrents, notamment avec les États-Unis et le pétrole de schiste. Il se murmure que l'Arabie saoudite, pour l'instant, n'a absolument aucun inconvénient à voir un baril de pétrole autour de 30-35 $. De toute façon, du côté de Riyad ou de Jeddah, on produit du pétrole autour de 10 à 12 $ le baril. Bref, il y a encore de la marge. Ouais, des coûts de production qui n'ont rien à voir avec ceux des États-Unis ou même de la Russie, voire du Venezuela, qui est presque à l'agonie malgré ses plus grosses réserves mondiales. Ben, pétrole pas cher, c'est bon a priori pour les pays occidentaux, mais là quand même ça devient un petit peu inquiétant. Oui, moi je trouve que c'est très inquiétant. Je ne pense pas que c'est une situation qui va durer et qui peut durer, parce que même si ça fait le jeu de l'Arabie saoudite de tuer dans l'œuf les exploitations de gaz de schiste aux États-Unis. Peut-être la Russie aussi. Avant. Et la Russie, surtout la Russie, à un moment donné, il va falloir que les cours remontent. Il va y avoir consensus parce que des pays de l'OPEC vont faire pression pour que les prix remontent un petit peu. Et puis, vous savez, il y a cette bulle, cet effet boule de neige qui fait que tout le monde en parle, tout le monde est short, tout le monde veut vendre. Il ne faut pas négliger aussi l'apport des fonds spéculatifs dans cette baisse du pétrole. Il n'y a pas la Chine aussi peut-être qui a essayé de faire en sorte que sa demande diminue pour que ses prix aussi diminuent? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que on s'est focalisé surtout sur la croissance chinoise en disant qu'elle allait passer de 7 à 6,5 et bon, elle finalement était de 6,8 et que ça allait faire un grand dam dans les consommations chinoises. Et c'est ça qui a entraîné, si vous voulez, le début de la descente aux enfers du pétrole. Mais je me souviens très bien qu'en avril de cette année, on était à un baril de pétrole aux alentours des 41-42 $ et c'était pas si catastrophique que ça à l'époque. C'est vrai. Alors on va se pencher maintenant sur les taux obligataires. On aurait tendance à les oublier entre les actions et les tarifs de l'énergie. Ils reflètent pourtant eux aussi évidemment l'état de santé des États, quoique ces derniers temps, ils reflètent surtout les politiques monétaires des grandes banques centrales. On est resté, Eric Lewin, cette année sur des taux extrêmement bas, notamment pour les principales économies de la zone euro. L'autre grand élément, David, à part la baisse du pétrole, c'est bien sûr les rendements des obligations qui sont restés à un très faible niveau tout au long de l'année. Il faut dire que la Banque Centrale Européenne, en décidant de faire un quantitative easing en janvier, a tout fait pour que les taux longs soient à des bas niveaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quantitative easing? C'est une institution qui injecte massivement des liquidités dans les marchés en achetant de grandes quantités de titres, notamment des emprunts d'État. Et tout cela entraîne des rendements obligataires en général assez faibles. On est sur des niveaux de 60 points de base sur les taux allemands, 90 points de base sur les taux français. Bref,
il y a vraiment des rendements d'État extrêmement bas sur le vieux continent. L'autre élément important, c'est la désynchronisation des politiques monétaires. En Europe, on a encore des taux bas avec un quantitative easing, et aux États-Unis, on n'a plus de quantitative easing. Et on a même eu en décembre la première hausse des taux depuis près de 10 ans. Il est fort probable qu'en 2016, il y ait la continuation de cette désynchronisation, c'est-à-dire une hausse lente des taux d'intérêt américains avec des taux européens, je parle des taux courts, qui vont rester faibles. Ouais, on l'aura compris, on n'est plus sur les mêmes rythmes de chaque côté de l'Atlantique. Merci beaucoup Eric Leuin pour l'ensemble de ces analyses. Ben Amoyal, là encore, la BCE qui donne le ton au niveau des taux obligataires. Merci le quantitative easing une fois de plus. Merci beaucoup le quantitative easing, parce que c'est grâce au quantitative easing qu'on a évité une crise majeure en Europe. C'est grâce au quantitative easing qu'on a réussi à sauver certaines économies. Le quantitative easing, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, ça va continuer à nous aider sur les marchés européens. Ouais. Alors on va finir de cette émission par quelques mots sur les valeurs peut-être qui ont marqué cette année. Apple d'abord, il faut en parler, sa valeur en bourse qui a fondu cette année de 160 milliards de dollars entre avril et maintenant, donc ça fait beaucoup. C'est quoi? C'est un modèle usé, c'est l'iPhone seulement qui porte les ventes et moins de perspectives peut-être à long terme sur cette marque? Alors je vais vous faire une analyse qui est complètement personnelle en vous comparant Apple avec Google. Et c'est deux chemins en boursier qui sont complètement différents. Vous avez une société comme Google qui rachète à tour de bras des sociétés en utilisant son cash et qui va aller chercher des nouvelles technologies pour le futur. Et vous avez une société comme Apple qui, pour distribuer des dividendes, émet de la dette et n'achète quasiment pas de société. Qui capitalise sur sa marque essentiellement. Exactement. Ouais. Donc c'est devenu une marque purement, c'est ridicule à dire, c'est marketing que le marketing. Et aujourd'hui, les investisseurs se posent la question de savoir si c'est toujours relevant d'investir dans des sociétés comme ça. Malgré le marché chinois qui commence à être demandeur aussi. Ah oui, mais vous savez que sur le marché chinois Apple, il y a de plus en plus de compétiteurs. Alors un mot, tant qu'on y est sur les GAFA, vous parliez de Google, Apple, Facebook et Amazon qui pèsent désormais à partir de cette année plus que tout le CAC 40 réuni. Voilà, un mot sur ça. C'est logique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est logique. C'est des sociétés qui génèrent du cash, des sociétés qui génèrent du chiffre d'affaires, des sociétés qui génèrent du trafic, qui génèrent du flux. En France, malheureusement, on ne génère plus grand-chose, à part pour certaines autres sociétés. Donc c'est tout à fait normal. Il faudra suivre l'évolution de ces Big Four. 400 milliards de dollars de trésorerie pour eux 4. Merci beaucoup en tout cas Ben Amoyal pour toutes ces analyses. Merci de nous avoir accompagnés. C'est la fin de cette spéciale bilan donc 2015 des marchés financiers. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec une autre spéciale consacrée cette fois aux grandes tendances macroéconomiques qui ont marqué 2015. Restez avec nous, l'information continue.